permettez-moi de revenir en arrière pour vous raconter comment une veuve de 62 ans a fini par espionner son propre domicile comme une sorte de détective privé. Au rabais. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à remarquer des choses. Des détails insignifiants qui me donnaient la chair de poule, sans que je puisse mettre le doigt sur la raison. Tout a commencé avec le café. Je bois la même marque depuis 15 ans. Fulé classique roast. Rien d'extraordinaire, mais soudain. Le goût était différent. Amer, au point de me retourner l'estomac. Peut-être. Ont-ils changé la formule, me suis-je dit, car que pouvait-il en être autrement? Puis sont venues les migraines. Chaque après-midi, comme une horloge, cette douleur lancinante derrière les yeux qui me donnait envie de me glisser au lit. Et d'y rester. Mon médecin a dit que c'était probablement le stress lié à la perte de mon mari, Robert, il y a 8 mois. Le deuil affecte chacun différemment, Sarah, a-t-elle dit avec cette voix compatissante que les professionnels de santé maîtrisent parfaitement après des décennies à annoncer de mauvaises nouvelles. Mais le plus étrange était la soudaine attention de mes enfants. Jake, mon fils de 35 ans, qui m'appelait d'habitude 2 fois par an, à Noël et pour mon anniversaire, a commencé à passer tous les quelques jours avec des courses dont je n'avais pas besoin. Je prends juste de tes nouvelles. Maman, disait-il en déballant des légumes bio que je n'achèterai jamais. Des steaks de première qualité qui coûtaient plus cher que ma facture d'électricité. Emma, ma fille de 32 ans, a commencé à passer la nuit chez moi. 2 fois par semaine. Je m'inquiète pour toi, seule dans cette grande maison. Expliquait-elle, bien qu'elle ne s'en soit jamais souciée avant la mort de Robert. Elle arrivait avec son sac de voyage et cette voix faussement enjouée qu'elle prend quand elle veut quelque chose. Cette attention semblait fausse. Non pas une attention de fils et de fille aimants, mais celle de vautours. Tournoyant au-dessus d'une proie blessée. Mardi dernier, j'ai décidé de tester mes soupçons. J'ai annoncé au dîner, un repas qu'Emma avait insisté pour préparer, que je pensais faire une croisière en Alaska. Vous savez, pour sortir un peu, voir du pays, me vider la tête. La réaction a été immédiate et révélatrice. Emma a lâché sa fourchette. Le visage de Jake est passé par 5 expressions différentes avant de se fixer sur un enthousiasme forcé. Une croisière? Maman, es-tu sûre d'être prête pour un tel voyage? L'année a été si difficile. Je trouve que cela semble merveilleux, a enchaîné Emma. Rapidement, en lançant à Jake un regard que j'ai fait semblant de ne pas voir. Quand pensais-tu partir? La semaine prochaine. Il y a une offre de dernière minute. Au départ de Seattle. Ils ont échangé un nouveau regard. Ces deux-là, qui ne pouvaient même pas s'accorder sur la garniture d'une pizza, semblaient soudain mener toute une conversation sans dire un mot. On pourrait t'emmener à l'aéroport, a proposé Jake. T'aider à t'installer. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision qui aurait semblé folle à n'importe qui d'autre, mais qui faisait tout son sens pour moi. J'allais simuler ces vacances et voir ce que mes enfants aimants feraient pendant qu'ils penseraient que je suis parti. Le lendemain matin, j'ai appelé ma voisine, Madame Patterson, et lui ai demandé une faveur qui nécessitait quelques explications. J'ai besoin que vous surveilliez ma maison pendant que je suis soi-disant en vacances, mais je logerai au Comfort Inn sur Riverside Drive. Madame Patterson, béni soit son âme paranoïaque, n'a pas hésité une seconde. Quelque chose ne tourne pas rond avec tes enfants. J'y pense depuis des semaines. Harold disait que j'étais curieuse, mais une femme sait quand quelque chose sent le roussi. Me voici donc, 3 jours après le début de ma fausse croisière, assise dans ma Honda Civic de location, en face de ma propre maison à 23h45, me demandant si j'avais enfin perdu la tête. La maison était plongée dans le noir, à l'exception de la lumière du Porsche que j'avais laissé sur une minuterie. À exactement 23h58,
Madame Patterson est apparue à côté de ma voiture comme une sorte de ninja du 3e âge. J'ai failli faire un bond. Ils sont là, a-t-elle murmuré en s'installant côté passager sans y être invité. J'observe. Depuis 22 heures. Ton fils Jake est arrivé le premier, puis Emma 1 heure plus tard. Il se déplace dans la maison avec des lampes torchées. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Il se déplace pour faire quoi? Madame Patterson a vérifié sa montre. Encore 2 minutes. Tu vas voir. À minuit. Toutes les lumières de ma maison se sont allumées simultanément. À travers les fenêtres, je pouvais voir Emma dans la cuisine, portant des gants en caoutchouc et sortant des objets des placards. Jake était dans le salon, photographiant systématiquement tout avec son téléphone. Ils se déplaçaient dans ma maison. Comme s'ils en étaient les propriétaires, touchant à mes affaires, examinant mes meubles, passant en revue mes biens personnels avec l'efficacité d'experts évaluateurs professionnels. Depuis combien de temps font-ils cela? Ai-je murmuré. La voix de Madame Patterson était sombre. Chaque nuit depuis ton départ. Ils arrivent après minuit et restent jusqu'à environ 4 heures du matin. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, ils ont apporté des cartons. Comme par signal, Jake a disparu dans le garage et est revenu avec plusieurs grands cartons. Il a commencé à emballer soigneusement la porcelaine de ma mère, le service que j'avais hérité à sa mort il y a 5 ans, un service valant près de 10 000 $. Emma a émergé de la cuisine, portant ma boîte à bijoux, celle contenant le collier de perles de ma grand-mère et les boucles d'oreilles en diamants que Robert m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. J'ai regardé mes enfants piller systématiquement mon domicile pendant qu'ils croyaient que j'étais sur un paquebot, à manger des buffets et à jouer au bingo. Madame Patterson m'a pris la main. Chérie, nous devons appeler la police. Mais je pensais déjà à autre chose, quelque chose qui aurait fait rire Robert s'il avait été là pour le voir. Mes enfants se croyaient si malins, attendant que leur pauvre vieille maman soit en sécurité loin d'ici pour se partager ses biens. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette vieille maman avait appris une chose ou deux sur l'art d'être sous-estimée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Pas encore, ai-je dit à Madame Patterson. D'abord, je veux voir jusqu'où descend ce terrier de lapin. Le lendemain matin, j'ai appelé Jake. Depuis ma chambre d'hôtel, en prenant ma meilleure voix de mère âgée et confuse. Chérie, j'ai un problème très étrange. Je n'arrive pas à trouver le collier de perles de ma grand-mère dans ma boîte à bijoux. J'aurais juré l'avoir laissé juste au-dessus avant de partir en croisière. Il y a eu un silence qui a duré 3 battements de cœur de trop. Maman, tu es en croisière. Comment pourrais-tu regarder dans ta boîte à bijoux? Zut, je m'étais trahi. Place à un peu d'imagination. Oh, je voulais dire quand je faisais mes bagages, mon chéri. Je voulais l'emmener pour le dîner du capitaine, mais je n'ai pu le trouver nulle part. Je commence à craindre de perdre la mémoire. Je suis sûr qu'il est juste déplacé, a dit Jake rapidement. Tu sais comment tu es quand tu es stressé. Tu te souviens quand tu ne trouvais plus tes lunettes le mois dernier alors qu'elles étaient sur ton nez? Ce ton condescendant dans sa voix m'a donné envie de traverser le téléphone pour le gifler. Au lieu de cela, j'ai joué le jeu. Tu as probablement raison. Mon esprit n'est plus le même depuis la mort de ton père. Parfois, j'ai peur de développer la démence, comme ta grand-tante Hélène. Un autre silence. Puis la voix de Jake est devenue plus chaleureuse, presque impatiente. Maman, as-tu pensé à ce que tu voulais faire de la maison? Elle est terriblement grande pour une seule personne. Voilà le vrai programme. Eh bien, je suppose que je devrais envisager de réduire la voilure un jour.
Mais pas encore. Trop de souvenirs, tu sais. Bien sûr. Mais peut-être devrions-nous commencer à planifier l'avenir. Emma et moi en avons parlé et nous sommes inquiets pour toi, seul pour tout gérer. Les finances, l'entretien de la maison, toutes les affaires de papa. Je les laissais parler. Pendant encore 10 minutes de leurs préoccupations pour mon bien-être. Tout en prenant des notes sur le papier à lettres de l'hôtel. Chaque suggestion qu'il faisait revenait au même. Donne-nous le contrôle de tes actifs maintenant. Avant que tu ne sois trop sénile pour prendre des décisions. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le lit de l'hôtel, fixant mon téléphone. C'étaient les enfants que j'avais élevés, aimés, pour qui je m'étais sacrifié. Ceux pour qui j'avais cumulé 2 emplois pour payer leurs études. Ceux qui m'avaient appelé en pleurant quand leur mariage avait échoué, quand ils avaient perdu leur emploi, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour croire en eux, et ils prévoyaient de me dépouiller. Mon téléphone a sonné. Emma. Maman. Jake m'a dit que tu avais appelé à propos de ton collier. Tu te sens bien? Tu as l'air confuse. La fausse préoccupation dans sa voix m'a fait grincer les dents. Je vais bien, ma chérie. Juste fatigué par toutes les activités sur le bateau. Nous avons vu des glaciers aujourd'hui, et j'en ai peut-être trop fait. À propos du collier, maman. J'ai une idée. Quand tu rentreras, pourquoi Jake et moi ne t'aiderions-nous pas à trier tes bijoux? Peut-être les organiser. Mieux, s'assurer que tout ce qui a de la valeur soit correctement mis en sécurité. C'est gentil à toi de proposer, mais j'insiste. En fait, peut-être devrions-nous penser à prendre un coffre-fort pour tes pièces les plus précieuses. On ne sait jamais de nos jours avec les cambriolages et tout. Ça. Un coffre-fort auquel il voudrait indubitablement avoir accès. Comme. C'est prévenant. Nous verrons, ma chérie. Je dois y aller. Le spectacle du soir va bientôt commencer. Après qu'Emma a raccroché, j'ai appelé Madame Patterson. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Je veux que tu appelles la police si tu les vois encore chez moi. Dis-leur que tu t'inquiètes d'un cambriolage. Tu es sûr? Ce sont tes enfants. C'est exactement pour ça que je suis sûr. À 00h30, Madame Patterson a appelé. La police est là. Tes enfants essaient d'expliquer aux agents qu'ils ont la permission d'être là. Et les agents veulent te parler directement. Ils ont besoin de confirmation que tu leur as donné l'autorisation d'être dans ta maison pendant ton absence. C'était le moment de vérité. Je pouvais les couvrir, prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu, laisser mes enfants poursuivre leur expédition de chasse au trésor à minuit, où je pouvais dire la vérité et regarder leur plan soigneusement orchestré s'effondrer. Passez-moi l'agent. Madame Mitchell, ici. L'agent Rodriguez. Nous avons 2 individus dans votre maison qui prétendent être vos enfants et disent avoir la permission d'être là pendant vos vacances. Pouvez-vous confirmer? J'ai pris une profonde inspiration. Agent Rodriguez. Je n'ai jamais donné à mes enfants la permission d'être dans ma maison pendant mon absence. En fait, je leur ai spécifiquement dit que je voulais que la maison reste parfaitement sécurisée pendant que j'étais parti. Le silence qui a suivi était magnifique. Madame, souhaitez-vous que nous les arrêtions pour introduction par effraction? Une partie de moi voulait dire oui. Immédiatement, mais une plus grande partie voulait comprendre toute l'ampleur de ce qu'ils avaient prévu. Agent Rodriguez, est-il possible de leur interdire l'accès à la propriété sans porter plainte ce soir? J'aimerais leur parler quand je rentrerai de mon voyage. Nous pouvons émettre une ordonnance d'interdiction. Ils ne seront pas autorisés à accéder à votre propriété tant que vous ne serez pas rentré et que vous n'aurez pas décidé de la marche à suivre. Parfait. 30 minutes plus tard, Madame Patterson a rappelé, ricanant comme une sorcière qui venait de jeter un sort à son pire ennemi.
Tu aurais dû voir leur visage quand la police leur a dit qu'ils ne pouvaient pas revenir. Emma a commencé à pleurer en disant que tout était un malentendu. J'ai qu'à essayer de discuter avec les agents au sujet des droits familiaux et de l'accès à la propriété. Qu'est-il arrivé au carton? Confisqué comme preuve. Avec des photos de tout ce qu'ils avaient déjà pris. Chérie, ils avaient des listes, de vraies listes écrites de tes biens avec les valeurs estimées à côté de chaque objet. J'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. La femme qui me regardait avait les mêmes cheveux gris, les mêmes rides autour des yeux, le même visage que Jake et Emma pensaient appartenir à quelqu'un de trop stupide pour remarquer quand elle se faisait voler. Mais quelque chose dans son expression avait changé. Il y avait une acuité qui n'existait pas il y a une semaine. Une froideur qui me rappelait ma mère quand elle m'avait surprise à mentir sur la casse de son vase préféré. Mais enfant pensait avoir affaire à une veuve endeuillée qui avait perdu son tranchant. Ce à quoi ils avaient affaire en réalité, c'était une femme qui avait passé 40 ans à gérer un budget familial, à organiser des collectes de fonds caritatives et à garder une trace de chaque détail de la vie complexe d'une famille. S'il voulait jouer à des jeux avec l'intelligence de quelqu'un, il avait choisi le mauvais adversaire. Il me restait 4 jours de fausses vacances pour planifier mon prochain mouvement, et mes enfants n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai quitté l'hôtel plus tôt et j'ai conduit jusqu'au palais de justice de la ville. Si Jake et Emma voulaient jouer dur avec les actifs de leur mère, ils allaient apprendre que j'avais été marié à un avocat pendant 37 ans et que j'avais appris quelques ficelles du métier. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet de la planification successorale et de la protection des actifs, ai-je dit à l'employé du bureau d'aide juridique. Spécifiquement la protection contre des membres de la famille. L'avocate qu'on m'a assignée était une femme au regard vif nommée Patricia Collins, qui me rappelait ma fille si Emma avait possédé une véritable intégrité. Patricia a écouté sans interrompre pendant que j'expliquais la situation, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes jaune. Madame Mitchell, ce que vous décrivez est malheureusement courant. Des enfants adultes qui voient leurs parents vieillissant comme des obstacles à l'héritage plutôt que comme des personnes méritant respect et attention. La police a des preuves qu'ils ont retiré des objets de chez moi sans permission. Quelles sont mes options? Patricia a posé son stylo. Plusieurs. Vous pourriez déposer des plaintes pénales pour vol et introduction par effraction. Vous pourriez poursuivre une action civile pour récupérer les biens volés, mais étant donné ce que vous m'avez dit, je pense que votre meilleure stratégie est la prévention plutôt que la punition. Elle a sorti un dossier épais. Nous allons rendre juridiquement impossible pour vos enfants d'accéder à vos actifs, même si quelque chose arrive à votre santé ou à votre capacité mentale. Fiducie, procuration durable assignée à une tierce partie neutre, instructions explicites concernant votre succession qui ne peuvent être contestées. 2 heures plus tard, je sortais du palais de justice avec un plan qui aurait impressionné Robert. Quand Patricia aurait terminé de restructurer mes affaires juridiques, Jake et Emma auraient autant accès à mon argent qu'aux joyaux de la couronne. Prochain arrêt, la banque. Madame Mitchell, c'est bon de vous voir, a dit Marcus Webb, mon conseiller financier de longue date. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux transférer tous mes actifs vers des comptes qui exigent plusieurs formes d'identification et de vérification pour tout accès. Je veux également établir de nouveaux bénéficiaires pour tout. Marcus a haussé un sourcil, mais n'a pas remis en question ma demande. Après 30 ans à gérer les finances de ma famille, il savait mieux que quiconque qu'il ne fallait pas argumenter avec moi quand j'avais pris ma décision. De nouveaux bénéficiaires? Je lui ai tendu une liste que j'avais écrite sur le papier à lettres de l'hôtel. Les fonds d'éducation de mes petits-enfants leur iront directement quand ils auront 18 ans.
La maison va à l'hôpital pour enfants Saint-Marie. Le reste sera divisé entre 3 organisations caritatives que j'ai choisies. Et vos enfants? Mes enfants reçoivent $1 chacun avec une note expliquant que cela représente la valeur exacte du respect et de la loyauté qu'ils ont témoigné à leur mère. Marcus a essayé de garder son expression neutre, mais j'ai attrapé le léger tressaillement au coin de sa bouche. Très bien. Ces changements prendront quelques jours à être traités, mais tout sera verrouillé d'ici la fin de la semaine. Ce soir-là, j'ai appelé Jake depuis l'hôtel. Chérie, j'ai entendu la chose la plus troublante de la part de Madame Patterson. Elle a dit que la police était chez nous la nuit dernière. La voix de Jake était tendue. Maman, c'était un malentendu. Une voisine a appelé pour une activité suspecte. Mais Emma et moi vérifions juste la maison comme tu nous l'as demandé. Je ne vous ai jamais demandé de vérifier la maison, Jake. J'ai spécifiquement dit que je voulais qu'on la laisse tranquille pendant mon absence. Tu dois avoir oublié. Tu as eu ces problèmes de mémoire. Le gaslighting était magnifique. Dans son audace. Ils ne se contentaient pas de me voler. Ils essayaient de me convaincre que je perdais la tête. Problème de mémoire? Maman, tu as appelé hier pour demander après le collier de ta grand-mère, mais tu cherchais. Soi-disant pendant que tu étais sur un bateau de croisière. Ça n'a pas de sens. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Jake, suggères-tu que je développe une démence? Je suggère que tu es sous beaucoup de stress et que peut-être tu ne penses pas clairement. Emma et moi sommes inquiets pour toi. Nous pensons que tu devrais voir le docteur Morrison quand tu rentreras. Docteur Morrison, qui me connaissait depuis 15 ans et qui n'accepterait jamais que j'étais incompétente. À moins, bien sûr, que mes enfants aient préparé le terrain là-bas aussi. C'est une bonne idée. En fait, je pense que je devrais faire une évaluation cognitive complète juste pour rassurer tout le monde. Le soulagement de Jake était audible. C'est super. Maman. Vraiment super. Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. Après avoir raccroché, j'ai appelé le cabinet du docteur Morrison. Ici Sarah Mitchell. Je voudrais planifier une évaluation cognitive complète. Je crains que mes enfants ne remettent en question ma capacité mentale. L'infirmière du docteur Morrison m'a passé immédiatement. Sarah, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'évaluation cognitive? Vous étiez ici il y a 2 mois et vous étiez aussi vive que jamais. Jonathan, j'ai besoin que tu documentes mon état mental. Minutieusement. Je suspecte mes enfants de planifier de me faire déclarer incompétente. La pause qui a suivi m'a dit que le docteur Morrison comprenait les implications. Sarah, j'ai déjà vu cela. Des enfants adultes qui confondent anxiété liée à l'héritage et inquiétude authentique pour le bien-être d'un parent. Venez vendredi matin. Je ferai passer tous les tests du livre et je documenterai tout. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Je suis rentré jeudi soir, ma fausse croisière étant officiellement terminée. La maison semblait différente quand je suis entré, violée d'une certaine manière. Sachant que Jake et Emma s'étaient faufilés dans mes pièces, avaient touché à mes affaires, fait des listes de ce qu'ils voulaient voler, chaque surface semblait contaminée. J'ai trouvé les listes mentionnées par Madame Patterson, laissées négligemment sur mon comptoir de cuisine. L'écriture d'Emma détaillait ma collection de bijoux avec les valeurs estimées. La liste de Jake couvrait l'électronique, l'art et les objets de collection. Au bas de sa liste, dans son écriture distinctive, se trouvait une note qui a glacé mon sang. Rendez-vous chez le médecin, poser des questions sur les problèmes de mémoire, confusion. Signe possible de démence. Ils n'avaient pas prévu d'attendre que je meure. Naturellement. Ils avaient prévu de me faire déclarer incompétente et de prendre
Le contrôle de tout pendant que j'étais encore en vie pour les regarder faire. Mon téléphone a sonné à exactement 7 heures vendredi matin. Emma. Maman, tu es rentrée. Comment était la croisière? Merveilleuse, ma chérie. Très relaxante, bien que j'ai eu des conversations étranges avec toi et Jake pendant que j'étais absente. Étrange comment? Eh bien, vous sembliez tous les deux convaincus que j'avais des problèmes de mémoire. Je ne me souviens pas vous avoir dit que j'éprouvais de la confusion ou des difficultés mentales. Le rire d'Emma semblait forcé. Oh, tu sais comme nous nous inquiétons. Nous voulons juste nous assurer que tu prends soin de toi. En parlant de prendre soin d'eux. Moi, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Morrison aujourd'hui pour une évaluation cognitive complète. Tu sais, pour rassurer tout le monde sur mon état mental. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que nous avions été déconnectés. Emma, tu es là. Oui. Désolé. J'étais juste. C'est super, maman. Vraiment. Super. Jake et moi pourrions t'y conduire si tu le souhaites. Pas besoin. Je suis parfaitement capable de conduire jusqu'à mon rendez-vous chez le médecin. Après avoir raccroché, j'ai souri à mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me regardait était sur le point de réussir chaque test cognitif que le docteur Morrison lui ferait passer, et ensuite, elle allait montrer à ses enfants exactement à quel point son esprit était vif. Ils voulaient jouer à des jeux avec la compétence mentale de leur mère. Que le jeu commence. L'évaluation cognitive du docteur Morrison a duré 3 heures et a couvert tout, des tests de mémoire. De base au scénario de résolution de problèmes complexes. Quand nous avons terminé, il s'est adossé à son fauteuil avec l'expression de quelqu'un qui venait d'assister à une masterclass. Sarah, votre fonction cognitive est non seulement normale pour votre âge, elle est exceptionnelle. Votre mémoire, votre raisonnement et votre vitesse de traitement seraient impressionnants pour quelqu'un de 20 ans plus jeune. J'aimerais que cela soit documenté minutieusement. Déjà fait. Je note aussi dans votre dossier que cette évaluation a été demandée en raison de préoccupations familiales qui semblent être sans fondement. Il a fait une pause. Sarah, en 30 ans de pratique. J'ai appris à reconnaître la différence entre le déclin cognitif authentique et les membres de la famille impatients d'assumer le contrôle des affaires d'un parent vieillissant. Je suis rentré chez moi avec le rapport complet du docteur Morrison sur le siège passager, me sentant comme si je transportais des munitions pour une guerre, j'étais enfin prête à me battre. Ce soir-là, Jake et Emma sont arrivés ensemble pour ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. Ils se sont installés dans mon salon avec l'air de gens qui avaient répété cette conversation. Maman, a commencé Emma. Nous devons parler de ta situation de logement. Qu'est-ce qu'il y a? Jake s'est penché en avant, utilisant ce que je reconnaissais comme sa voix de conseil d'administration. Cette maison est trop grande pour toi. L'entretien, les dépenses, l'isolement. Ce n'est pas sain pour une femme de ton âge. J'ai 62 ans, pas 92. Mais tu es seule maintenant, a ajouté Emma. Et après la mort de papa, eh bien, nous avons remarqué des changements. Quel genre de changements? Ils ont échangé l'un de leurs regards. Jake s'est raclé la gorge. Problème de mémoire, confusion, difficulté à gérer les tâches de base. Je les ai laissés construire leur dossier, écoutant pendant qu'ils construisaient un récit sur mon déclin mental. Selon mes enfants aimants, j'avais oublié des conversations, manqué des rendez-vous, semblé désorienté lors d'appels téléphoniques et montré des signes de détérioration cognitive générale. C'était une performance magistrale, délivrée avec juste ce qu'il fallait d'amour préoccupé et d'honnêteté réticente. Si je n'avais pas su qu'il mentait, j'aurais pu être convaincu moi-même. Alors,
Que suggérez-vous, ai-je demandé quand ils ont terminé. Emma s'est illuminée. Nous avons cherché quelques charmantes communautés de vie assistée. Rien de trop restrictif, juste des endroits où tu aurais de l'aide pour les activités quotidiennes et quelqu'un pour vérifier que tout va bien régulièrement. Et la maison, nous nous occuperions de la vendre. Pour toi, a dit Jake rapidement. Gérer toute la paperasse, les détails. Immobilier, tout. Tu n'aurais pas à t'en soucier. Comme c'est prévenant. Et mes autres actifs? Un autre échange de regards. Emma a pris la relève. Nous pensons qu'il serait plus facile si Jake et moi aidions à gérer tes finances. Juste temporairement, jusqu'à ce que tu sois installé dans ton nouveau logement. J'ai hoché la tête pensivement. Et vous avez déjà trouvé ces lieux de vie assistée? Nous avons fait quelques recherches, a admis Jake. Il y en a un qui s'appelle Golden Sunset Manor et que nous trouvons parfait. Ils ont une disponibilité immédiate. Une disponibilité immédiate pour une femme qui, selon eux, peut à peine se souvenir de son propre nom. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Le sourire d'Emma affaiblit. Maman, ce n'est pas. Nous n'avons jamais dit. Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau, revenant avec le rapport du docteur Morrison. J'ai fait faire cette évaluation cognitive que vous aviez suggérée. Les résultats sont assez intéressants. Le visage de Jake est devenu pâle. Qu'a dit le docteur Morrison? J'ai ouvert le rapport et j'ai commencé à lire. Le patient démontre une fonction cognitive supérieure dans tous les domaines mesurés. Mémoire, vitesse de traitement, fonction exécutive et capacité de raisonnement, tout est dans le 95e percentile pour son groupe d'âge. Aucune preuve de démence, de trouble cognitif léger ou de toute autre condition affectant la capacité mentale. Le silence qui a suivi était assourdissant. De plus, ai-je continué, le docteur Morrison a noté que cette évaluation a été demandée en raison de préoccupations familiales qui semblent être totalement sans base médicale. Emma a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai aussi eu des conversations intéressantes avec mon avocat et mon conseiller financier cette semaine. Il semble que ma planification successorale avait besoin d'être mise à jour. J'ai qu'à trouver sa voie. Maman, nous pouvons expliquer. Expliquer. Quoi? Comment vous vous êtes introduit par effraction chez moi chaque nuit? Pendant une semaine? Comment vous avez fait des listes de mes possessions avec leurs valeurs estimées? Comment vous avez prévu de me faire déclarer incompétente pour pouvoir tout voler? Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Nous ne volions pas. Nous essayions de te protéger. De quoi? De prendre de mauvaises décisions avec l'argent de papa. D'être exploité par des inconnus quand tu es vulnérable. L'audace était époustouflante. Alors? Vous avez décidé de m'exploiter à la place. Jake s'est levé brusquement. Maman, tu es injuste. Nous sommes tes enfants. Nous t'aimons. Non, ai-je dit doucement. Vous aimez ce à quoi vous pensez avoir droit en héritage, mais vous ne m'aimez pas assez pour attendre que je meure naturellement avant de commencer à diviser mes actifs. J'ai marché vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je veux que vous partiez tous les deux. Ne revenez pas à moins d'être invité. Emma pleurait ouvertement maintenant. Maman, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours là. Famille. La famille ne vole pas la famille, Emma. La famille n'essaie pas de convaincre sa mère qu'elle perd la tête pour pouvoir voler son héritage. Jake a essayé une dernière approche. Tu ne peux pas juste nous couper de ta vie. Nous sommes tes enfants. J'ai regardé cet homme que j'avais élevé. 7.
Personne que j'avais aimé inconditionnellement pendant 35 ans et je n'ai ressenti que de la déception. Vous avez cessé d'être mes enfants au moment où vous avez commencé à me voir comme un obstacle à vos plans financiers. Ils sont partis, mais pas avant que Jake ne se retourne avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, dangereuse. Ce n'est pas fini, maman. Tu as besoin de nous plus que tu ne le penses. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon vide et j'ai pensé à la conversation. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que j'étais impuissante à les arrêter. La question était, qu'allaient-ils faire? Maintenant que leur plan initial avait échoué? Mon téléphone a sonné à minuit. Numéro inconnu. Madame Mitchell, ici l'agent Rodriguez. Nous avons eu un rapport d'activité suspecte à votre adresse. Quelqu'un a appelé en disant qu'il s'inquiétait pour une femme âgée vivant seule qui pourrait être en détresse. J'ai regardé par ma fenêtre de chambre et j'ai vu la voiture de Jake garée 3 maisons plus loin. Agent Rodriguez, je vais bien, mais je pense que mon fils fait de faux signalements de bien-être pour me harceler. Nous devrons faire un contrôle de bien-être puisque l'appel a été passé, mais si cela devient modèle, nous pourrons discuter de charges de harcèlement. 15 minutes plus tard, 2 agents de police ont confirmé que j'étais vivante et en bonne santé. Après leur départ, j'ai regardé la voiture de Jake s'éloigner et j'ai réalisé quelque chose d'important. Les gants étaient officiellement tombés. Si mes enfants voulaient intensifier ce conflit, j'étais prête à leur montrer exactement ce qu'une femme de 62 ans vive pouvait faire quand elle arrêtait de jouer selon les règles de l'amour maternel et commençait à jouer selon les règles de la guerre. La campagne de harcèlement a commencé sérieusement lundi matin. D'abord, c'était les services de protection des adultes appelant au sujet des préoccupations soulevées par des membres de la famille concernant ma capacité à vivre de manière indépendante. Puis la compagnie de gaz disant que quelqu'un avait signalé une fuite de gaz possible à mon adresse qui nécessitait une inspection immédiate. À midi, j'avais reçu des visites de secouristes répondant à une urgence médicale, d'un travailleur social enquêtant sur des rapports de négligence personnelle, et d'un inspecteur des pompiers vérifiant les violations de sécurité chez moi. Chaque appelant mentionnait que le rapport était venu de membres de la famille préoccupés. Jake et Emma essayaient de m'accabler de bureaucratie, espérant que je craquerais sous la pression et accepterais leur plan de vie assisté juste pour que le harcèlement s'arrête. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils créaient une trace écrite qui les détruirait au tribunal. J'ai documenté chaque faux rapport, chaque visite inutile, chaque agence qui s'est présentée à ma porte. Jeudi, j'avais assez de preuves pour déposer des plaintes de harcèlement qui les occuperaient avec des avocats pendant des mois. Mais je voulais plus qu'une victoire juridique. Je voulais qu'ils comprennent exactement ce que ça faisait d'être trahi par la famille. Vendredi soir, Emma a appelé avec une voix épaisse de fausses larmes. Maman, j'ai pensé à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je réalise que nous avons tout géré de travers. Pourrions-nous réessayer? Peut-être un dîner demain soir. Juste nous 3, comme au bon vieux temps. Qu'est-ce qui te fait penser que je veux dîner avec des gens qui ont essayé de voler ma maison? S'il te plaît, une conversation. Si tu veux toujours nous avoir hors de ta vie. Après cela, nous respecterons tes souhaits. La désespérance dans sa voix m'a dit qu'ils étaient à court d'options. Quoi qu'ils aient prévu ensuite nécessitait de m'avoir en face à face. Très bien. Samedi à 6 heures, mais c'est votre seule chance de vous expliquer. Samedi après-midi, j'ai appelé Madame Patterson. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Enregistre tout ce qui se passe chez moi d'environ 17h30 jusqu'à ce qu'il parte. Tu penses qu'il prépare quelque chose? Je pense qu'il prépare quelque chose de stupide. À exactement 18h, Jake et Emma sont
Arrivés ensemble, tous deux habillés formellement comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires plutôt qu'à un dîner de famille. Emma portait une bouteille de vin, un millésime coûteux que j'ai reconnu de la collection de Robert. C'est charmant, a dit Emma en posant le vin sur ma table de salle à manger. Tu te souviens de ça? C'est la bouteille que papa gardait pour ton 40e anniversaire de mariage. La manipulation émotionnelle était magnifiquement orchestrée. Rappeler à maman son défunt mari. Créer une atmosphère sentimentale. L'amadouer pour ce qui viendrait ensuite. Je me souviens que Robert l'aurait ouverte l'année prochaine. J'ai qu'à déboucher le vin avec une efficacité pratique. Peut-être devrions-nous porter un toast à la mémoire de papa et à la famille. Je les ai regardés verser 3 verres, remarquant comment ils s'assuraient que le mien venait d'une partie spécifique de la bouteille. Comment? Il a positionné mon verre soigneusement devant mon couvert. Comment lui et Emma ont échangé un regard significatif quand il a fini de verser. À la famille, ai-je dit, levant mon verre sans boire. Ils ont tous deux bu immédiatement. J'ai fait semblant de siroter le mien tout en le gardant à mes lèvres sans avaler. Maman, a commencé Emma. Nous te devons des excuses. Ce que nous avons fait était mal. Très mal, a ajouté Jake. Nous avons laissé notre inquiétude pour ton bien-être obscurcir notre jugement. Pendant l'heure suivante, ils ont livré les excuses les plus convaincantes que j'ai entendues depuis qu'Emma avait 8 ans et avait cassé le vase antique de ma mère. Ils ont admis leur erreur, exprimé un remords authentique et promis de respecter mon indépendance. À l'avenir. C'était complet mais c'était expertement livré. À mi-chemin de leur performance, j'ai commencé à me sentir étourdi. La pièce a commencé à tourner légèrement et mes pensées sont devenues brumeuses sur les bords. Quoi qu'il ait mis dans le vin, cela fonctionnait. Je me suis excusé pour utiliser la salle de bain, versant secrètement le reste de mon vin dans l'évier, m'aspergeant le visage d'eau froide. Quand je suis revenu, ils me regardaient. Tous deux attentivement. Te sens-tu bien, maman, a demandé Emma avec une préoccupation parfaite. Tu as l'air un peu pâle. Juste fatigué. C'était une semaine stressante. Peut-être devrais-tu t'asseoir, a suggéré Jake. Tu sembles instable. J'ai joué le jeu, me permettant d'apparaître plus affecté que je ne l'étais réellement. En quelques minutes, ils exprimaient tous deux leur inquiétude face à mon soudain épisode de santé. Je pense que nous devrions appeler le docteur Morrison, a dit Emma. Ce n'est pas normal. Pas besoin, ai-je marmonné, laissant mes mots traîner légèrement. Juste besoin de me reposer. Jake était déjà sur son téléphone. J'appelle le 911. Maman, tu fais peut-être un AVC. Et voilà, la fin du jeu. Droguer leur mère. Avec quelque chose qui imiterait une urgence médicale, l'envoyer à l'hôpital. Puis prétendre qu'elle était trop mentalement affaiblie pour prendre des décisions sur ses propres soins. Pendant qu'elle serait sédatée et vulnérable. Ils interviendraient avec des documents juridiques, leur donnant le contrôle de ses actifs. C'était en fait brillant de manière sociopathe. L'ambulance est arrivée en 10 minutes. Pendant que les secouristes vérifiaient mes signes vitaux et posaient des questions, Jake et Emma jouaient parfaitement les rôles d'enfants préoccupés. Ils ont fourni des récits détaillés de mes symptômes et ont mentionné leurs préoccupations continues sur mon état mental. Elle a eu des problèmes de mémoire, a expliqué Emma au secouriste en chef. Nous avons essayé de l'emmener voir des spécialistes, mais elle a été résistante. A-t-elle semblé confuse ou désorientée dernièrement, a demandé le secouriste. Très confuse, a confirmé Jake. Elle a oublié des conversations, manqué des rendez-vous. Parfois, elle ne reconnaît pas des endroits familiers. Je suis resté allongé sur la civière, écoutant mes enfants détruire systématiquement ma réputation avec un tas de mensonges,
et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en glace. Ce n'était pas juste du vol. C'était un abus élaboré. Prémédité, conçu pour me dépouiller de ma dignité, de mon autonomie et de mon identité. À l'hôpital, j'ai été admise en observation pendant qu'il effectuait des tests pour déterminer ce qui avait causé mon épisode. Jake et Emma ont maintenu leur veille à mon chevet, jouant les enfants dévoués pour chaque infirmière et médecin qui entrait dans la chambre. Vers minuit, quand ils ont cru que je dormais, je les ai entendus parler doucement dans le couloir. Les tests sanguins montreront le sédatif, a murmuré Emma. Comment explique-t-on cela? On ne l'explique pas, a répondu Jake. On s'en tient à l'histoire qu'elle a eu des épisodes comme celui-ci pendant des semaines. Problème de mémoire, confusion, désorientation. D'ici le moment où les médecins finissent d'évaluer son état mental, nous aurons assez de preuves pour une audience de compétences. Et si elle essaie de se battre, qui va croire une vieille femme confuse plutôt que ses deux enfants aimants qui essaient de l'aider depuis des mois? J'ai fermé les yeux et j'ai souri dans l'obscurité. Ils pensaient avoir gagné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot de leur conversation dans le couloir était enregistré par le téléphone caché dans la poche de ma blouse d'hôpital. Et demain, ils allaient découvrir que sous-estimés. Leur mère avait été la plus grosse erreur de leur vie. J'ai été renvoyé de l'hôpital dimanche matin avec un certificat de bonne santé et un rapport toxicologique montrant des traces de zolpidem dans mon système, un médicament pour dormir qu'on ne m'avait jamais prescrit. Quand le docteur Morrison a examiné les résultats, son visage s'est assombri. Sarah, quelqu'un vous a drogué. Ce niveau de zolpidem causerait exactement les symptômes que les secouristes ont documentés. Vertige, confusion, élocution traînante. Je sais qui l'a fait. Nous devons appeler la police immédiatement. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Le docteur Morrison m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Sarah, ils vous ont empoisonné. Ils auraient pu vous tuer. Mais ils ne m'ont pas tué. Ils m'ont sous-estimé. Et maintenant, je vais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Lundi matin, Emma a appelé avec une voix pleine de préoccupation. Maman? Comment te sens-tu? Tu nous as fait une telle peur samedi soir. Mieux. Merci. Bien que je sois toujours confuse sur ce qui s'est passé. Le médecin a dit que cela pourrait être lié au stress et aux problèmes de mémoire que tu as rencontrés. Jake et moi pensons qu'il est temps d'envisager sérieusement cette communauté de vie assistée dont nous avons parlé. Peut-être as-tu raison. Pourrais-tu organiser une visite? Le soulagement dans la voix d'Emma était audible. Bien sûr, j'appellerai Golden Sunset Manor aujourd'hui et j'organiserai quelque chose pour cette semaine. Ce serait merveilleux. Chérie. Je commence à réaliser que je pourrais avoir besoin de plus d'aide que ce que je voulais admettre. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patricia Collins à l'aide juridique. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu contactes Golden Sunset Manor et que tu te renseignes sur leur procédure pour admettre de nouveaux résidents. Spécifiquement, je veux savoir quels documents ils exigent pour quelqu'un dont les enfants adultes prétendent qu'elle est mentalement incompétente. Sarah, qu'est-ce que tu planifies? Je planifie de laisser mes enfants creuser un peu plus profond avant de les enterrer dedans. Mardi après-midi, Jake et Emma sont arrivés pour m'emmener au centre de vie assistée. Alors que nous entrions dans le parking, j'ai remarqué comment ils se sont tous deux détendus comme s'ils atteignaient enfin la ligne d'arrivée d'une course difficile. Golden Sunset Manor était exactement ce à quoi on s'attendrait d'un endroit conçu pour stocker des personnes âgées gênantes. Murs beige, éclairage fluorescent et l'odeur de désinfectant industriel se faisant passer pour de la propreté. Le personnel parlait aux résidents avec la voix chantonnante habituellement réservée aux tout-petits. Notre guide était une
Femme vive nommée Brenda, qui me traitait comme si j'étais déjà incapable de prendre mes propres décisions. Maintenant, Madame Mitchell, la chose merveilleuse à propos de notre communauté est que vous n'aurez plus à vous soucier de toutes ces tâches quotidiennes compliquées. Nous gérons vos médicaments, vos finances, votre planification des repas, tout. Qu'en est-il des visiteurs? Ai-je demandé. Les membres de la famille sont les bienvenus à tout moment. Bien sûr. En fait, nous encourageons les enfants à être très impliqués dans les décisions de soins de leurs parents. Jake s'est avancé. En fait, nous avons quelques préoccupations au sujet de la capacité de maman à prendre des décisions. Sensées dernièrement. Quelle est votre procédure pour les situations où les membres de la famille doivent prendre un rôle plus actif? Le sourire de Brenda est devenu plus professionnel. Nous travaillons en étroite collaboration avec les familles pour assurer les meilleurs résultats pour nos résidents. Quand des problèmes cognitifs surviennent, nous pouvons faciliter les processus juridiques nécessaires pour protéger tout le monde impliqué. Processus juridique, procédure de tutelle, évaluation de compétences. Transition de gestion d'actifs. Nous avons des partenariats avec des avocats spécialisés dans le droit des aînés. J'avais l'impression de visiter une opération d'escroquerie sophistiquée conçue pour dépouiller les personnes âgées de leurs droits et de leur argent avec un vernis de légitimité médicale. À quelle vitesse quelqu'un pourrait-il emménager, a demandé Emma. Pour quelqu'un dans la situation de Madame Mitchell, nous pourrions accélérer le processus. Peut-être dès la semaine prochaine, si la paperasse est gérée rapidement. En rentrant chez nous, Jake et Emma étaient pratiquement euphoriques d'excitation. Ils pensaient avoir trouvé la solution parfaite, un endroit qui collaborerait à leurs efforts pour contrôler ma vie tout en fournissant une couverture juridique pour leurs actions. Qu'en as-tu pensé? Maman, a demandé Emma. Cela semblait très complet, ai-je dit soigneusement. Je ne suis toujours pas sûr d'être prête à abandonner mon indépendance. Parfois, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin sont des choses différentes, a répondu Jake. Emma et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce soir-là, j'ai appelé ma petite fille Sophie. À 8 ans, elle était trop jeune pour comprendre le drame adulte entourant sa famille, mais assez vieille pour répéter les conversations qu'elle avait entendues. Salut, grand-mère. Maman a dit que tu pourrais déménager dans une nouvelle maison. C'est vrai? Qu'est-ce que maman a dit d'autre? Elle a dit à papa que tu es malade et que tu ne te souviens plus des choses. Et qu'elle et oncle Jake allait s'occuper de ton argent pour que les méchants ne le volent pas. La vérité sort de la bouche des enfants. Sophie, as-tu remarqué maman et oncle Jake agissant différemment ces derniers temps? Ils ont beaucoup de réunions maintenant. D'importantes réunions de grandes personnes où ils chuchotent et regardent des papiers. Maman dit qu'il prépare quelque chose de spécial pour toi. Après avoir raccroché avec Sophie, je suis restée assise dans ma cuisine, fixant le verre de vin que Jake avait versé pour moi samedi soir. Je l'avais gardé comme preuve, mais maintenant je réalisais qu'il représentait quelque chose de plus important qu'une preuve de leur crime. Il représentait le moment où mes enfants ont arrêté de me voir comme leur mère et ont commencé à me voir comme leur victime. Mercredi matin, j'ai appelé Golden Sunset Manor et j'ai demandé à parler à l'administrateur. Ici Sarah Mitchell. Mes enfants m'ont amené pour une visite hier, et j'ai des questions sur vos procédures d'admission. Bien sûr, Madame Mitchell, comment puis-je vous aider? Je veux comprendre exactement quels documents seraient requis si ma famille essayait de m'admettre contre ma volonté. Il y a eu une pause. Madame Mitchell? Craignez-vous d'être forcée à l'admission? Je m'inquiète des motivations de mes enfants et je veux savoir quelle protection juridique j'ai. Le ton de l'administrateur est devenu plus sérieux. Madame Mitchell, personne ne peut être
Admis dans notre établissement contre sa volonté à moins qu'il n'y ait eu une détermination juridique d'incompétence. Si vous avez des préoccupations au sujet des intentions de votre famille, vous devriez consulter un avocat. J'en ai déjà un, mais je voulais comprendre votre rôle dans ce processus. Madame, si vous appelez pour nous avertir d'une tentative d'admission frauduleuse potentielle, nous prenons ces préoccupations très au sérieux. J'ai souri. C'est exactement ce que je fais. Jeudi matin, j'ai qu'à appeler avec une excitation à peine contenue. Maman, nous avons réfléchi. Peut-être devrais-tu déménager à Golden Sunset le plus tôt possible. Le stress de gérer tout seul ne semble pas sain pour toi. À quelle vitesse pensais-tu? Ce week-end. Je sais que ça semble rapide, mais ils ont une disponibilité. Et après ce qui s'est passé samedi soir, Emma et moi sommes vraiment inquiets pour toi vivant seul. Ce week-end? J'ai laissé ma voix sembler incertaine et effrayée. C'est très soudain. Parfois, des changements soudains sont exactement ce dont nous avons besoin. Nouveau départ, nouvel environnement, des gens pour s'occuper de toi correctement. Je suppose que si vous pensez que c'est le mieux. Nous le pensons, maman. Nous le pensons vraiment. En fait, nous avons déjà commencé à travailler sur la paperasse. Bien sûr, il l'avait fait. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Patricia Collins. Ils font leur mouvement ce week-end. Es-tu prête, Sarah? Es-tu absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout? Ce que tu planifies est risqué. Pas aussi risqué que de les laisser réussir. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel de Brenda à Golden Sunset Manor. Madame Mitchell, votre fils nous a contacté au sujet d'une admission d'urgence pour ce week-end. Cependant, nous voulions vous parler directement avant de procéder. Une admission d'urgence. Il a indiqué que vous aviez eu un autre épisode médical et que votre famille s'inquiétait pour votre sécurité vivant seul. J'ai que se déplacer vite, essayant de me faire admettre avant que je puisse changer d'avis ou chercher une aide juridique. Brenda, j'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. Mes enfants tentent de me faire admettre de manière frauduleuse afin qu'ils puissent prendre le contrôle de mes actifs. Je ne subis aucun problème médical ou cognitif et je ne consens pas à l'admission dans votre établissement. Madame Mitchell, ce sont des allégations sérieuses. Oui, elles le sont, et j'ai des preuves pour les soutenir. Ce soir-là, Jake et Emma sont arrivés chez moi avec des valisés. Des cartons de déménagement. Ils avaient apporté un camion de déménagement et plusieurs hommes pour emballer mes affaires. Surprise, a dit Emma avec une fausse gaieté. Nous avons décidé de t'aider à emballer pour que la transition soit plus facile. Je les ai regardés diriger des étrangers dans ma maison, mettant ma vie en boîte avec l'efficacité de déménageurs professionnels. Ils avaient planifié chaque détail, anticipé chaque obstacle, préparé chaque éventualité, tout sauf la possibilité que leur mère soit plus intelligente qu'eux. Alors que les déménageurs chargeaient mes meubles dans leur camion, j'ai souri et j'ai joué le rôle de la vieille femme reconnaissante et confuse une dernière fois. Demain, mes enfants allaient apprendre que certains jeux ont des conséquences qu'ils n'avaient jamais vues venir. Samedi matin est arrivé avec ce genre de clarté croustillante qui rend tout possible. Je me suis réveillé. À 5 heures du matin, j'ai fait du café dans ma cuisine vide et j'ai revu mon plan de bataille une dernière fois. À 8 heures, Jake et Emma sont arrivés avec une camionnette et 2 ordonnanciers de Golden Sunset Manor. Ils avaient apporté de la paperasse à l'apparence officielle et de l'équipement de transport médical, ayant clairement l'intention de faire ressembler cela à une nécessité médicale légitime plutôt qu'à un enlèvement. Bonjour, maman, a dit Emma avec cette fausse gaieté brillante qu'elle avait perfectionnée au cours des dernières semaines. Prête pour ton grand jour de déménagement? Je suppose.
Bien que je sois toujours nerveuse à propos de tout cela. Jake m'a serré dans ses bras. Avec ce qui semblait être une affection authentique. Pendant un moment, je me suis presque souvenu du petit garçon qui avait l'habitude de grimper sur mes genoux quand il avait des cauchemars. Puis je me suis souvenu du vin drogué. Des bijoux volés, et mon cœur s'est endurci à nouveau. Tout va être parfait. Maman. Tu verras. Les ordonnanciers se sont présentés poliment et ont commencé à vérifier leur équipement. Ce n'étaient pas des criminels. C'étaient des travailleurs de la santé à qui on avait dit qu'ils aidaient une femme âgée à faire la transition vers des soins appropriés. Madame Mitchell, a dit l'un d'eux gentiment. Nous sommes ici pour nous assurer que vous arrivez à votre nouveau domicile en toute sécurité et confortablement. J'ai hoché la tête et j'ai joué mon rôle. Merci. J'apprécie votre aide. Ce qui est arrivé ensuite aurait été drôle si ce n'avait pas été si horrifiant. J'ai qu'à présenter au ordonnancier de la paperasse qui lui donnait prétendument une procuration médicale et l'autorisation de prendre des décisions de soins pour sa mère. Cognitivement affaiblie. Emma leur a montré une lettre prétendument du docteur Morrison recommandant un placement immédiat dans des soins supervisés. Les deux documents étaient expertement falsifiés. Les ordonnanciers, suivant le protocole, pour ce qu'ils croyaient être un transport médical légitime, ont commencé à se préparer à m'escorter vers leur camionnette. C'est à ce moment que Patricia Collins est arrivée avec 2 agents de police et un greffier de tribunal. « Excusez-moi », a annoncé Patricia de sa voix d'avocate. « Je représente Madame Mitchell, et j'ai une ordonnance du tribunal suspendant toute tentative de la retirer de son domicile. » Les ordonnanciers se sont arrêtés immédiatement. Le visage de Jake est devenu pâle. Emma a commencé à parler rapidement, essayant d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu. Agent, a continué. Patricia, je crois que vous constaterez que M et Madame Henderson ici présents tentent de commettre une fraude en utilisant des documents médicaux falsifiés pour retirer de force une adulte compétente de son domicile. L'un des agents de police s'est avancé. Madame, nous aurons besoin de voir ces documents. Jake a remis la procuration falsifiée avec des mains qui tremblaient. Visiblement. Emma a essayé de s'enfuir. A réellement essayé de courir avant que le second agent ne lui demande gentiment mais fermement de rester sur place. Le greffier du tribunal a examiné les documents avec l'œil de quelqu'un qui avait vu chaque type de fraude imaginable. Ce sont des faux, a-t-elle annoncé. Les signatures ne correspondent pas à celles dans le dossier. Et le cabinet du Dr Morrison a confirmé ce matin qu'il n'avait jamais écrit une telle lettre. J'ai regardé le plan soigneusement construit de mes enfants s'effondrer en temps réel. Les ordonnanciers, réalisant qu'ils avaient été dupés, se sont immédiatement distancés de la situation. La paperasse a été confisquée comme preuve, et Jake et Emma se sont retrouvés en état d'arrestation pour fraude, faux et tentative d'enlèvement. Mais je n'avais pas fini. Agent, ai-je dit calmement. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai des enregistrements de mes enfants discutant de leur plan pour me droguer et voler mes actifs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué la conversation dans le couloir de l'hôpital. Les voix de Jake et Emma ont rempli mon salon, discutant de la manière dont ils avaient prévu de détruire ma réputation et de prendre le contrôle de mes finances. La deuxième arrestation concernait la maltraitance des aînés et la conspiration. Alors qu'ils chargeaient mes enfants dans des voitures de police, Emma s'est tournée vers moi avec des larmes coulant sur son visage. Maman, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai regardé cette femme que j'avais élevée, cette personne que j'avais aimée inconditionnellement pendant 32 ans, et je n'ai ressenti que de la déception. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé que je valais plus pour vous morte que vivante. Jake n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Avec une expression que je ne pouvais pas lire.
Un mélange de choc, de haine, de quelque chose qui aurait pu être du respect. Après leur départ, je suis resté debout dans ma maison vide, entouré de preuves de la trahison de mes enfants. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. Du soulagement. Les ordonnanciers se sont excusés profusément avant de partir. Le greffier du tribunal m'a assuré que les charges seraient déposées dans la semaine. Patricia Collins a emballé ses documents juridiques avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner une affaire difficile. Mais je n'en avais pas fini. 7. Après-midi là, j'ai appelé ma petite fille Sophie. Salut, ma chérie. Je voulais te faire savoir que maman et papa pourraient être absents pendant un moment. Ils ont dû aller gérer des affaires importantes de grandes personnes. Es-tu toujours malade, grand-mère? Non, bébé. Je n'ai jamais été malade. Certaines personnes ont fait une erreur à ce sujet, mais tout va bien. Maintenant. Puis-je encore venir te rendre visite? Bien sûr. En fait, je pensais que nous pourrions faire une soirée pyjama le week-end prochain. Juste toi et moi. Après avoir raccroché avec Sophie, j'ai marché dans ma maison vide, calme, paisible, et j'ai commencé à faire des plans. Mais enfant avait essayé de voler ma vie. Au lieu de cela, il m'avait donné quelque chose de plus précieux, la certitude absolue que j'étais plus forte qu'eux. Je ne l'avais jamais imaginé. L'ancienne Sarah Mitchell les aurait pardonnés. Aurait trouvé des excuses pour leur comportement, aurait priorisé l'harmonie familiale sur la justice. Mais l'ancienne Sarah Mitchell était partie, remplacée par quelqu'un qui comprenait que parfois les gens que vous aimez le plus sont ceux les plus capables de vous détruire. Et parfois, le seul moyen de vous sauver est de vous battre avec tout ce que vous avez. Lundi matin a apporté des appels téléphoniques qui m'ont fait sourire sur mon café. Le premier venait de l'administrateur de Golden Sunset Manor, appelant pour s'excuser de l'implication de leur établissement dans ce qu'il comprenait maintenant être une tentative de fraude. Le second venait du docteur Morrison, furieux que quelqu'un ait falsifié sa signature et son papier à lettres. Le troisième venait de Marcus Webb à la banque, confirmant que tous mes actifs étaient sécurisés et que les nouvelles protections juridiques étaient en place. Le quatrième appel venait de l'avocat de Jake et Emma. Madame Mitchell, ici David Harrison. Je représente votre fils et votre fille concernant les accusations déposées ce week-end. Comment puis-je vous aider, monsieur Harrison? Mes clients aimeraient-vous rencontrer pour discuter d'une résolution à cette situation. J'ai presque ri. Même maintenant, faisant face à des accusations de fraude et de maltraitance des aînés, ils pensaient pouvoir négocier leur sortie des conséquences. Quel genre de résolution? Ils sont préparés à faire une restitution pour toute propriété qui a été retirée de votre domicile sans permission. Ils sont également prêts à chercher des conseils pour les problèmes de communication familiale. Problèmes de communication, comme si essayer de droguer leur mère et de voler sa maison était un simple malentendu. Monsieur Harrison, vos clients ont tenté de me faire admettre de force pour voler mes actifs. Ils m'ont drogué avec des médicaments sur ordonnance. Ils ont falsifié des documents juridiques. Ce ne sont pas des problèmes de communication. Ce sont des crimes. Madame Mitchell, je comprends que vous êtes bouleversée, mais détruire la vie de vos enfants n'aidera personne. Ils font tous deux face à de sérieuses peines de prison. Emma pourrait perdre sa licence d'enseignante. Jake pourrait perdre son entreprise. Ils auraient dû considérer ces conséquences avant de décider de commettre des crimes contre leur mère. Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous convaincre d'envisager un accord de plaidoyer? J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Monsieur Harrison, la seule chose qui me convaincrait de montrer de la pitié à mes enfants est s'ils pouvaient expliquer pourquoi ils pensaient que je méritais ce qu'ils m'ont fait. Je ne comprends pas. Moi non plus.
Et jusqu'à ce que je le fasse, je n'ai aucun intérêt pour les accords de plaidoyer. Mardi après-midi, Patricia Collins a appelé avec des nouvelles que j'attendais. Sarah, Jake et Emma veulent vous voir. Ils demandent une réunion à la prison du comté. Tous les deux ensemble. Leur avocat dit qu'ils veulent s'excuser et expliquer leurs actions. J'ai considéré cela. Une partie de moi voulait refuser de les laisser rester en prison en se demandant si leur mère leur parlerait un jour. Mais une plus grande partie de moi avait besoin de comprendre comment les enfants que j'avais élevés étaient devenus des gens capables d'une telle cruauté élaborée. Organise-le. Mercredi matin, je suis entré dans la salle de visite de la prison du comté en portant la robe bleue marine que j'avais portée aux funérailles de Robert. Je voulais que Jake et Emma voient exactement à qui ils avaient affaire. Non pas une vieille femme confuse, mais une personne qui méritait leur respect. Ils avaient l'air terribles. Les yeux d'Emma étaient rouges à force de pleurer, ses cheveux non lavés, son apparence parfaite habituelle complètement brisée. Jake avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, son costume coûteux remplacé par une combinaison orange qui le faisait paraître plus petit et plus jeune que ses 35 ans. Maman. A commencé Emma, sa voix se brisant. Merci d'être venu. Je me suis assise en face d'eux et j'ai attendu. S'ils voulaient s'expliquer, ils pouvaient le faire sans mon aide. Jake s'est raclé la gorge. Nous savons que ce que nous avons fait était mal. Est-ce vrai? Parce que votre avocat semble penser que c'était un problème de communication. Ce n'était pas un problème de communication, a dit Emma rapidement. C'était. Nous avions peur. Peur. De quoi? Ils ont échangé l'un de leurs regards, mais cette fois, il était plein de honte plutôt que de conspiration. Après la mort de papa, a commencé. Jake, nous avons commencé à penser à ce qui vous arriverait. La maison. L'argent, tout ce pourquoi il avait travaillé. Et Emma s'est penchée en avant. Nous avions peur que vous vous remariiez ou que quelque escroc vous convainque de changer votre testament. Nous avons vu cela arriver à d'autres familles. Je les ai fixés. Alors, vous avez décidé de m'escroquer vous-même. Nous avons décidé de protéger les actifs de la famille, a dit Jake, puis a grimacé devant le son de cela. Nous pensions que si nous pouvions juste gérer les choses pour vous, nous assurer que tout restait dans la famille. Vous pensiez que vous pouviez voler pour mon propre bien. Ce n'était pas censé être du vol, a insisté Emma. Nous allions prendre soin d'eux. Vous. Vous auriez eu tout ce dont vous aviez besoin. Tout sauf ma liberté. Ma dignité et mon droit de prendre mes propres décisions. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Finalement, j'ai qu'à parler. Maman, nous savons que nous avons merdé. Nous savons que nous vous avons fait du mal, mais nous n'avons jamais voulu vous faire de mal. Alors expliquez-le. Vin drogué. Expliquez les documents falsifiés. Expliquez comment vous aviez prévu de me faire déclarer incompétente. Emma a commencé à pleurer à nouveau. Nous sommes allés trop loin. Cela a commencé par vouloir juste vous protéger. Mais ensuite nous avons réalisé que vous étiez plus intelligente que ce que nous vous avions accordé, et nous avons paniqué. Alors, vous avez décidé d'éliminer mon intelligence en tant que facteur. Nous pensions que si vous sembliez confuse, s'il y avait une documentation médicale de déclin cognitif, ce serait plus facile de vous convaincre de nous laisser aider. Aider, ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ça? Jake m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis que j'étais arrivé. Maman, nous sommes désolés. Nous sommes sincèrement complètement désolés. Ce que nous avons fait était impardonnable. Oui, ça l'était. Mais nous sommes toujours vos enfants. Toujours vos. Et vous êtes toujours ma
Mère. Il doit y avoir un moyen de réparer cela. J'ai regardé ces deux personnes que j'avais élevées. Ces adultes qui avaient d'une manière ou d'une autre convaincu eux-mêmes que trahir leur mère était un acte d'amour, et j'ai ressenti une tristesse si profonde qu'elle m'a fait mal à la poitrine. Jake. Emma, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La mère à qui vous parlez. En ce moment, celle qui vous a élevé et aimé et sacrifié pour vous, elle est morte la nuit où vous avez drogué son vin. La femme assise en face de vous maintenant est quelqu'un de différent, quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui a appris que parfois les gens en qui vous avez le plus confiance sont scellés, plus disposés à vous détruire. Emma a tendu la main à travers la table comme si elle voulait toucher la mienne, puis s'est rétractée. Nous pouvons reconstruire. Nous pouvons regagner votre confiance. Non, ai-je dit doucement. Vous ne pouvez pas parce que je ne serai plus jamais assez vulnérable pour vous faire confiance, et une relation sans confiance n'est pas une relation du tout. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Je veux que vous sachiez que je ne vous déteste pas. Je suis déçu par vous. J'ai le cœur brisé par ce que vous avez choisi de devenir. Mais je ne vous déteste pas. Alors pourquoi ne pas nous aider, a demandé Jake. Désespérément. Parce que vous aider maintenant signifierait vous apprendre qu'il n'y a pas de conséquences réelles pour trahir les gens qui vous aiment. Et vous êtes trop vieux pour que je sois encore responsable de vous apprendre le bien du mal. Je suis sorti de la prison et je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, j'ai appelé Sophie et j'ai organisé pour qu'elle passe le week-end avec moi, 8 ans, vive et curieuse et complètement innocente des crimes de ses parents. Grand-mère, quand maman et papa rentreront-ils? Je ne sais pas. Ma chérie, mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, tu m'auras toujours. Vas-tu prendre soin de moi maintenant? J'ai regardé cette petite fille qui portait mes gènes et mes espoirs pour l'avenir et j'ai réalisé que peut-être la trahison de mes enfants m'avait donné quelque chose de précieux. Après tout, une chance d'élever quelqu'un de la bonne manière. Quelqu'un qui comprendrait que l'amour ne justifie pas la trahison. Que la famille signifie protection plutôt qu'exploitation. Et que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui refusent de vous traiter avec respect. Oui, bébé. Je vais prendre soin de toi. Pour la première fois. Depuis des semaines, je me suis sentie sincèrement pleine d'espoir pour l'avenir. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocat pour examiner le règlement final quand Patricia Collins m'a tendu un document qui m'a fait sourire. Sarah, c'est l'accord de restitution. Jake et Emma ont accepté de rembourser chaque centime qu'ils ont pris ou ont tenté de prendre, plus des dommages pour détresse émotionnelle et frais juridiques. Le montant était substantiel, assez pour assurer les études universitaires de mes petits-enfants. Et laisser un héritage significatif aux organisations caritatives que j'avais choisies. De l'argent que Jake et Emma devraient maintenant gagner plus tôt qu'hériter. Ils plaident aussi tous deux coupables aux accusations de fraude. A continué Patricia. Jake servira 18 mois. Emma servira 12 mois et perdra sa licence d'enseignante pendant 5 ans. Je n'ai ressenti aucune satisfaction dans leur punition, seulement une tristesse profonde que cela en soit arrivé là. Il y a autre chose, a dit Patricia, sortant un autre dossier. L'ex-mari d'Emma, Tom, a déposé pour la garde complète des enfants. Avec la condamnation pénale d'Emma et l'implication de Jake, il est probable qu'il l'obtienne. C'était la partie qui me gardait éveillé la nuit. Sophie et Ben, victimes innocentes de la cupidité de leurs parents, pris au milieu d'une situation qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Tom a demandé si vous seriez prête à servir de témoin de moralité. Il voulait aussi savoir si vous envisageriez de faire partie de la vie des enfants à l'avenir. J'ai pensé à cela attentivement. Tom avait toujours été un bon père, et son divorce d'Emma avait
était plus à propos de son comportement contrôlant que de tout défaut de caractère majeur de sa part. Organise une réunion. Je veux lui parler de ce qui est le mieux pour Sophie et Ben. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Tom dans un café près de son bureau. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui se battait sur plusieurs fronts. Sarah, merci de m'avoir rencontré. Je sais que toute cette situation a été un enfer pour vous. Comment les enfants gèrent-ils cela? Du mieux qu'ils peuvent. Ils savent que leur maman est leur oncle G qu'ont des ennuis, mais j'ai essayé de garder les détails adaptés à leur âge. Que voulez-vous de moi? Tom a sorti un dossier avec des documents de garde. Emma essaie de combattre le changement de garde. Elle prétend que retirer les enfants de l'influence de leur grand-mère serait nuisible à leur bien-être. L'ironie était époustouflante. Emma voulait utiliser sa relation avec moi pour garder ses enfants même après avoir essayé de détruire ma vie. Quelle est votre position sur ma relation avec Sophie et Ben? Je veux qu'ils connaissent leur grand-mère. Vous avez toujours été bonne pour eux et ils vous adorent. Mais je veux aussi qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Même quand les membres de la famille font de mauvais choix. J'ai étudié le visage de Tom à la recherche d'agendas cachés ou de manipulation. Je n'en ai trouvé aucun, juste un père essayant de protéger ses enfants du chaos que leur mère avait créé. Tom, je témoignerai que vous êtes un bon père et que les enfants seraient mieux dans votre garde. Mais je veux être clair à propos d'une chose. Si vous essayez de m'utiliser comme une arme contre Emma ou de restreindre mon accès à mes petits-enfants pour toute autre raison que leur bien-être, ce soutien s'arrête immédiatement. Compris. Et Sarah, je suis désolé pour ce que Jake et Emma vous ont fait. C'était mal et c'était stupide. Et ils vont le regretter pour le reste de leur vie. Ils le font déjà. L'audience de garde a été prévue pour le mois suivant. En attendant, j'ai passé du temps avec Sophie et Ben, les emmenant dans des parcs et des musées. Essayant de leur donner une certaine stabilité dans le chaos que leur monde était devenu. Grand-mère, a demandé Sophie un après-midi pendant que nous donnions à manger au canard au parc. Pourquoi ne puis-je plus voir maman? Je redoutais cette question, mais j'avais préparé une réponse qui était honnête. Sans être cruelle. Maman a fait de très mauvais choix qui ont blessé des gens. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences de ses choix. Mais cela ne change pas combien elle vous aime. T'a-t-elle blessé? Oui, ma chérie. Elle l'a fait. Es-tu en colère contre elle? J'ai pensé à cela. Attentivement. Je suis déçu par elle et je suis triste qu'elle ait choisi de faire des choses qui ont blessé notre famille. Mais en colère? Pas plus. Être en colère prend trop d'énergie, et je préférerais utiliser mon énergie à m'occuper de toi et de ton frère. Sophie a considéré cela avec le sérieux d'une enfant de 8 ans traitant des concepts adultes. Va-t-elle s'améliorer? J'espère, mais c'est à elle de décider. L'audience de garde s'est déroulée exactement comme Tom et moi l'avions prédit. L'avocat d'Emma a essayé d'argumenter que séparer les enfants de leur famille étendue causerait un traumatisme supplémentaire, mais le juge n'a pas été impressionné par la femme qui avait essayé de frauder sa propre mère, prétendant prioriser les relations familiales. Tom a reçu la garde complète. J'ai obtenu des droits de visite généreux, et Emma a perdu encore une autre pièce de la vie qu'elle avait essayé de me voler. 2 semaines après l'audience, j'ai reçu une lettre d'Emma de la prison. L'écriture était plus tremblante que d'habitude, et il y avait des taches d'eau qui suggéraient des larmes. Maman, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je devais essayer. Chaque jour ici, je pense à ce que nous t'avons fait. Pas juste les trucs juridiques, mais la trahison. La façon dont nous t'avons fait sentir comme si tu perdais la tête. La façon dont nous t'avons traité comme un obstacle plutôt que notre mère. Je comprends.
Maintenant pourquoi tu ne peux pas nous pardonner? Je comprends que la confiance, une fois brisée, la façon dont nous l'avons brisée, ne peut jamais être réparée. Mais je veux que tu saches que je vois mes enfants chaque jour. Ici, pas littéralement, mais dans mon esprit. Je vois le visage de Sophie et le rire de Ben. Et je sais que je les ai perdus à cause de mes propres choix. Je les ai perdus et je t'ai perdu. Et j'ai perdu toute chance d'être la fille que tu méritais. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande pas une autre chance. Je demande juste, s'il te plaît, ne laisse pas mes erreurs empoisonner ta relation avec mes enfants. Ils ont besoin de toi. Et peut-être que d'une petite manière. Prendre soin d'eux pourrait t'aider à guérir certains des dommages que j'ai causés. Je t'aime, maman. Je sais que je n'ai plus le droit de dire cela, mais c'est vrai. Emma. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai mise dans une boîte avec tous les autres documents de ce cauchemar. Emma avait raison à propos d'une chose, ces erreurs ne poisonneraient pas ma relation avec ses enfants. Sophie et Ben grandiraient sachant qu'ils étaient aimés, sachant qu'ils étaient en sécurité, et sachant que la famille signifiait protection et soutien. Pas exploitation et trahison. Ils grandiraient pour être de meilleures personnes que leur mère n'était devenue. Et peut-être que cela serait assez de justice. 6 mois après la fin des procès, j'étais assise dans mon jardin à regarder Sophie et Ben jouaient sur la balançoire que Tom avait installée quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Mitchell, ici Jennifer Walsh de Channel 7 News. Je travaille sur une histoire au sujet de la maltraitance des aînés et des crimes financiers contre les personnes âgées. Seriez-vous prête à partager votre expérience? Je m'attendais à cet appel. Dans une ville de cette taille, l'histoire d'une mère qui avait déjoué le plan de fraude élaboré de ses enfants circulait à travers divers réseaux depuis des mois. Madame Walsh. Quel genre d'histoire planifiez-vous? Un segment sur la façon dont les aînés peuvent se protéger contre les abus financiers, surtout les abus par des membres de la famille. Votre cas est particulièrement intéressant parce que vous avez non seulement reconnu ce qui se passait, mais vous avez activement riposté. J'ai pensé à cela. Combien d'autres personnes âgées étaient manipulées par des enfants adultes qui les voyaient comme des obstacles à l'héritage plutôt que des êtres humains méritant respect? J'y réfléchirai, mais je veux le contrôle éditorial sur la façon dont mon histoire est présentée. Bien sûr. Seriez-vous libre de vous rencontrer cette semaine? 3 jours plus tard. J'étais assise dans mon salon en face de Jennifer Walsh et son équipe de tournage, portant la même robe marine que j'avais portée au rendez-vous en prison avec Jake et Emma. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une femme compétente et intelligente qui refusait d'être la victime de qui que ce soit. Madame Mitchell, pouvez-vous nous dire ce qui vous a d'abord fait suspecter le comportement de vos enfants? L'attention, ai-je dit simplement. Les enfants adultes qui deviennent soudainement très intéressés par les activités quotidiennes, les finances et la situation de logement de leurs parents âgés. Devrait être un drapeau rouge. Surtout quand cette attention vient avec des suggestions que le parent ne peut plus gérer ses propres affaires. Que diriez-vous à d'autres aînés qui pourraient vivre quelque chose de similaire? J'ai regardé directement la caméra. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose semble mal, c'est probablement mal. Ne laissez personne vous convaincre que vos préoccupations sont des symptômes du vieillissement ou de la confusion. Et surtout, ne présumez pas que les membres de la famille agissent dans vos meilleurs intérêts juste parce qu'ils sont la famille. Vos enfants ont prétendu qu'ils essayaient de vous protéger. Comment répondez-vous à cela? La protection ne nécessite pas de tromperie. La protection ne nécessite pas de droguer le vin de quelqu'un ou de falsifier des documents juridiques. La protection ne nécessite certainement pas de tenter de faire déclarer quelqu'un mentalement incompétent contre sa volonté. Quel conseil donneriez-vous aux
Enfants adultes qui sont sincèrement préoccupés par le bien-être d'un parent âgé. Ayez des conversations honnêtes. Respectez l'autonomie de vos parents. Offrez de l'aide sans exiger le contrôle. Et souvenez-vous que l'argent de vos parents appartient à votre parent, pas à vous. Quand l'interview a été diffusée 2 semaines plus tard, j'ai reçu des douzaines d'appels téléphoniques d'autres aînés qui reconnaissaient des éléments de leur propre situation dans mon histoire. Tactique d'isolement, gaslighting au sujet des problèmes de mémoire, intérêt soudain pour les affaires financières, pression pour signer des documents juridiques ou faire des changements de vie majeurs. J'ai commencé à faire du bénévolat avec une organisation locale qui fournissait un soutien aux victimes de maltraitance des aînés. C'était bien d'utiliser mon expérience pour aider les autres à reconnaître et à résister à la manipulation. Un jeudi après-midi, alors que je passais en revue des dossiers de cas au centre communautaire, Patricia Collins a appelé avec des nouvelles que j'attendais à moitié. Sarah, Jake a été libéré en liberté conditionnelle hier. Emma. Encore 4 mois de prison. A-t-il essayé de me contacter? Pas directement. Mais son agent de libération conditionnelle dit qu'il demande au sujet de la possibilité de visite supervisée avec ses enfants. J'ai pensé à cela attentivement. Sophie et Ben demandaient occasionnellement au sujet de leur oncle, et j'avais essayé de répondre à leurs questions honnêtement sans empoisonner leur relation avec lui. Quelle est la position de Tom? Tom est disposé à considérer des visites supervisées si Jake complète un programme de counseling mandaté par le tribunal et démontre un remords authentique pour ses actions. Et la position de Jake? Il est inscrit au programme. Il a aussi demandé à son agent de libération conditionnelle de transmettre un message. Pour vous. Quel message? Il a dit de vous dire qu'il comprend pourquoi vous ne pouvez pas le pardonner, mais qu'il veut que vous sachiez que la prison lui a appris la différence entre le remords et le regret. Il est plein de remords. J'ai été tranquille pendant un long moment. Patricia, quelle est la différence entre le remords et le regret? Le regret est de souhaiter que vous ne vous soyez pas fait prendre. Le remords est de comprendre l'impact complet de vos actions sur d'autres personnes et d'être sincèrement désolé pour le mal que vous avez causé. Ce soir-là, je lisais à Sophie avant l'heure du coucher quand elle a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Grand-mère? Est-ce que tu manques maman et oncle Jake? J'ai posé le livre et j'ai regardé cette belle petite fille qui avait les yeux de sa mère, mais j'espère pas sa capacité de trahison. Les personnes que je pensais qu'ils étaient me manquent. Ai-je dit soigneusement. Mais les personnes qu'ils se sont révélées être ne me manquent pas. Vont-ils s'améliorer? J'espère, ma chérie. Les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, mais ils doivent faire le travail eux-mêmes. 6 mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre d'Emma. Celle-ci était différente, plus courte, plus honnête, moins concentrée sur sa propre douleur et plus concentrée sur la reconnaissance de la mienne. Maman, je suis en thérapie depuis des mois, essayant de comprendre comment je suis devenu quelqu'un capable de faire ce que j'ai fait. Je sais maintenant que je ne te protégeais jamais, toi ou les actifs de la famille. Je protégeais mon propre sentiment de droit. Je sentais que je méritais ton argent parce que j'étais ta fille. Et j'étais en colère que tu puisses vivre assez longtemps pour le dépenser sur toi-même au lieu de me le laisser. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas te rendre la confiance que j'ai détruite ou la tranquillité d'esprit que j'ai volée. Mais je peux te promettre que je travaille chaque jour à devenir quelqu'un qui ne ferait jamais de mal aux gens qu'elle est censée aimer. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne m'attends pas à une relation. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai pris. Et je suis désolé. Emma. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai mise dans la boîte avec toutes les autres. Cet après-midi-là, je me suis assise dans mon jardin à regarder mes petits-enfants jouer et j'ai pensé à la conversation que
J'avais eu avec Madame Patterson la nuit où tout cela a commencé. Elle m'avait dit de faire confiance à mes instincts, de faire attention quand quelque chose semblait mal. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. À 63 ans, j'avais appris que parfois les gens que vous aimez le plus sont ceux les plus capables de vous détruire. Mais j'avais aussi appris que être vulnérable ne signifie pas être impuissant. Et que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de refuser d'accepter un comportement inacceptable, même de la famille. Mais enfant avait essayé de voler ma vie, ma dignité et mon autonomie. Au lieu de cela, il m'avait donné quelque chose de plus précieux, la certitude absolue à propos de ma propre force et la connaissance que je ne permettrai plus jamais à personne de me traiter comme moins que ce que je valais. Sophie a couru vers moi et a grimpé sur mes genoux. Son visage rougi par le jeu. Grand-mère, vas-tu me raconter une histoire? Je l'ai serré dans mes bras et j'ai souri. Il était une fois, une femme qui a appris que parfois les batailles les plus importantes sont celles que vous menez contre les gens qui prétendent vous aimer. Est-ce une histoire heureuse? J'ai regardé autour de moi dans mon jardin paisible. Ma maison sécurisée, cet enfant précieux qui grandirait en comprenant sa propre valeur parce que j'étais là pour le lui apprendre. Elle a une fin heureuse. Et c'était le cas. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.